Bonjour et bonsoir à tous et à toutes, ici du coup Monsieur Marie pour votre continuité pédagogique en seconde. On a commencé la présentation du système solaire. Bon, j'ai eu un peu de mal à tourner récemment. Donc du coup, aujourd'hui, on va commencer du coup le système solaire, non pas dans sa globalité, mais en focusant bien planète par planète. Et on va commencer dans l'ordre d'éloignement croissant par rapport à notre étoile, qui est le Soleil. Donc du coup, on commence par Mercure, ok. Ensuite, on fera Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ok. Et après, on fera d'autres corps comme Pluton, Eris, tout ça, donc les planètes naines, dans une dernière vidéo. Du coup, on commence par Mercure aujourd'hui. Il y a pas mal de choses à dire sur Mercure. C'est compliqué, Mercure, malgré ce qu'on peut penser, malgré qu'il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Le peu qu'on sait est assez compliqué. Donc j'espère que vous décrocherez pas trop vite. Allez. Donc du coup, Mercure, ça ressemble à ça. On a l'impression que c'est la Lune, mais non, c'est bien Mercure. C'est Mercure, croyez-moi sur parole. De toute façon, vous pouvez aller sur Google, vous tapez Mercure, vous tomberez sur des images qui ressemblent fortement à la Lune, parce que ce sont deux astres qui pourraient être échangés sans faire beaucoup de conséquences dans le panorama du système. Voilà. Ils ont à peu près la même taille, à 500 km près de rayon, ils ont la même face, le même aspect, avec des cratères, tout ça. Donc du coup, la Lune et Mercure, voilà, c'est kiff kiff. Du coup, Mercure, comme je vous l'ai dit, c'est la planète qui est la plus proche du Soleil, et c'est aussi la plus petite des 8 planètes. Hein. Quand vous prenez en tellurique, c'est la plus petite. Avant, il y avait Pluton qui était plus petite, mais depuis, elle a été déclassée, hein, depuis quelques années. Donc du coup, maintenant, c'est Mercure qui est la plus petite planète des 8. En ce qui concerne sa distance par rapport au Soleil, il faut savoir qu'elle est environ distante de 60 millions de kilomètres. Je dis environ parce que, vu que sa trajectoire est elliptique, c'est pas circulaire. En gros, c'est un ovale. Hein. C'est une trajectoire qui est un petit peu excentrique. Pas excentrique dans le mode faire n'importe quoi. Hein. Excentrique en maths, ça veut dire qu'on n'est pas sur du circulaire, on est plutôt sur quelque chose de plus en plus elliptique. Ok. Donc en fait, de plus en plus ovale pour vous. Pardon à tous les mathématiciens pour qui je viens de résumer une notion comme l'excentricité de manière aussi simple et hérétique que celle-ci, mais c'est pour faire comprendre à des secondes. Hein. Donc du coup, environ 60 millions de kilomètres du Soleil, parce que des fois, comme une ellipse, hein, veut dire, voilà, vous mettez votre Soleil à peu près ici, il y a des fois où c'est plus proche du Soleil, et des fois beaucoup plus loin. Donc forcément, il faut moyenner tout ça. Il y a des fois, c'est beaucoup plus que 60 millions, des fois, c'est un peu moins. Enfin bref, en moyenne, Mercure, si on fait la moyenne de toutes ses positions autour du Soleil, elle est distante d'environ 60 millions de kilomètres. Ok. Ce qui signifie qu'elle est 2,5 fois plus proche que la Terre par rapport au Soleil. Ok. Nous, on est à 150 millions de kilomètres, elle est à 60 millions, c'est environ 2 fois et demi plus proche. Du coup, en termes de rayon, elle fait environ 2240 km. Je parle encore d'environ parce qu'il y a des précisions de mesure. Ok, c'est un astre qui est quand même assez éloigné. Mais aussi, cet astre il n'est pas parfaitement sphérique. Du fait de sa rotation sur lui-même, en fait, cet astre est légèrement aplati au pôle. Et donc, du coup, si on fait la moyenne entre le diamètre équatorial et le diamètre polaire, donc qui est sur les deux pôles, ou le diamètre équatorial, on a une moyenne à 2240 km de rayon. Faut savoir que Mercure est difficilement observable parce que tout ce qu'on observe dans le ciel, que ce soit Vénus, Jupiter, etc., on a l'impression que ce sont des étoiles dans le ciel, alors que non, ce sont des planètes. Mais ils prennent le même aspect que les étoiles, à peu de choses près, ok. Le seul truc qui est pas pareil, le truc qui est pareil pour tous ces astres qui sont dans le ciel, que ce soit astéroïdes, satellites, planètes ou étoiles, c'est qu'ils émettent tous de la lumière, et c'est grâce à cette lumière qu'on peut les étudier. On voit toujours un petit point lumineux dans le ciel. Et Mercure, c'est chiant à observer en fait, hein. Je vais pas utiliser d'autres termes, c'est chiant à observer, tout simplement parce qu'elle est très proche du Soleil, qu'elle est très petite, donc son éclat il est super faible, et dès que le Soleil va commencer à pointer le bout de son nez, Mercure va totalement en fait être noyé dans l'éclat du Soleil. C'est comme si vous prenez une source lumineuse et que vous mettez une très très grosse source juste derrière, la première source lumineuse va totalement paraître inutile, invisible, parce que celle qui a beaucoup plus d'éclat derrière, du coup, va totalement en fait prendre le pas sur celle-ci. Ok. Alors du coup, Mercure, on peut seulement l'observer
d'1 à 2 heures précédant l'aube ou suivant le crépuscule. Alors que dès que le soleil se lève, c'est mort, il fallait être là 1 à 2 heures avant. Et quand le soleil se couche, vous avez top chrono 1 à 2 heures d'observation avant qu'elle disparaisse à nouveau. Parce que vous avez la configuration aussi de sa rotation elle-même, de notre propre rotation, et enfin de sa révolution et notre propre révolution autour du soleil, pardon. Et donc du coup, tous ces paramètres-là en compte font que tous les matins et tous les soirs, un petit peu avant et un petit peu après coucher du soleil, vous avez 1 à 2 heures limite pour observer Mercure. Et tout ça, c'est quand la météo le permet. Si vous avez un nuage qui passe dans votre télescope, c'est grillé pour la journée, vous pouvez remballer à demain. Donc forcément, Mercure, c'est pas évident à observer. Donc du coup, il y a deux très grands monsieur de l'astronomie qui ont déclaré des choses là-dessus, qui sont Le Verrier et Meslin. Donc Le Verrier, c'est celui qui a découvert Neptune par les calculs. Il faut savoir que Neptune a été découverte par un mathématicien français qui s'appelle Le Verrier. Tout simplement en calculant les coordonnées. Le mec, c'est la seule planète qu'on n'a pas découverte par l'observation. C'est d'abord Le Verrier qui a calculé ses coordonnées. Je vous dirai pas comment, c'est beaucoup trop compliqué. Mais en gros, le mec, on lui a posé un problème, il l'a résolu, il a fait Neptune, elle est là. Et il y a un collègue prusse à qui il a envoyé les coordonnées parce qu'il n'avait pas de télescope, Le Verrier. Il a pointé à l'heure précise, à l'angle précis, sa lunette astronomique. Neptune était dedans. Donc, les précisions de Le Verrier, c'est un truc monstrueux, c'est un monstre de mathématiques. Bref. Et en plus, il est français, donc cocorico, quoi. Mais bref. Ce monsieur, du coup, a déclaré que nulle planète n'a demandé aux astronomes plus de soins et de peine que Mercure et ne leur a donné en récompense tant d'inquiétude et de contrariété. En gros, ça veut dire que il y a tant de préparation pour observer un astre comme Mercure. Et en gros, plus vous préparez à quelque chose, et moins vous êtes stressé. Plus vous préparez au bac, par exemple, et plus vous êtes sûr de l'avoir, et donc moins vous stressez avant de le passer. Et pourtant, Mercure, elle, même plus vous êtes préparé, c'est l'effet inverse, plus vous êtes stressé à l'idée qu'il y a un nuage qui passe, qu'il y a une pluie qui se déclenche, qu'il y a un orage qui arrive, qu'il y ait n'importe quoi qui se passe, et qui fait que votre observation du jour J ne pourra pas, du coup, être menée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et Meslin, du coup, qui est le maître de Kepler, quelqu'un qui a pondu quand même 3 lois qui sont toujours utilisées de nos jours, qui sont des références dans le domaine astronomique. Si je connaissais quelqu'un qui s'occupa de Mercure, je me croirais obligé de lui écrire pour lui conseiller charitablement de mieux employer son temps. Très belle phrase, encore une fois. Vous voyez qu'à l'époque, ils écrivaient bien, pas comme nous avec vos wesh, etc. Donc en gros, là, ce qu'il dit, c'est que s'il connaissait quelqu'un, n'importe qui, même quelqu'un qui ne... Juste de vue, quoi. S'il savait que cette personne, du coup, étudiait Mercure, eh ben, il se sentirait obligé de lui écrire pour lui dire de faire autre chose de mieux, quoi. En gros, Mercure, pour lui, c'est inutile à observer. Il n'y a rien à observer, c'est stérile, il n'y a que dalle à voir. Voilà, en gros, c'est ce qu'il dit. Donc du coup, 2 grands monsieur, quand même, de l'astronomie, qui sont en train de totalement dénigrer le premier astre, du coup, du système solaire. Faut savoir que du coup, Mercure a été observé la première fois au XXe siècle avant Jésus-Christ en Mésopotamie, donc c'est une époque et un lieu où il n'y avait ni instrumentation, ni lunettes astronomiques, ni quoi que ce soit qui permettait du coup de faire une quelconque observation scientifique. Le chat, allez, dégage de là. Voilà, désolé, le chat, lui, il s'en fout qu'on fasse court, il faut qu'il fasse ses conneries en même temps. Donc initialement, du coup, ça a été observé au XXe siècle avant Jésus-Christ, ça veut dire que, du coup, vu qu'il n'y avait pas d'instrumentation optique, les gens, ils devaient faire ça à l'œil nu. Et il faut savoir que ça a toujours été fait à l'œil nu depuis l'époque des Grecs, de la planète Mercure jusqu'à la planète Saturne, ok ? Il n'y a que Uranus qu'on ne peut pas voir à l'œil nu dans notre ciel de tous les jours. Il faut là, par contre, une instrumentation optique, parce que Uranus, et a fortiori Neptune, sont trop éloignés. Donc du coup, vu qu'elle apparaissait initialement le matin, un petit peu avant le lever du soleil, et le soir, peu après, en fait, on n'a pas fait la relation tout de suite que c'était le même astre. Au début, on a cru que c'était 2 astres différents. Et d'ailleurs, ça a du coup été nommé de manière différente dans plusieurs mythologies. Par exemple, Apollon et Hermès chez les Grecs, Bouddha et Rhoénaïa chez les Indiens, et Horus et Seth pour les Égyptiens. Donc du coup, on a vraiment donné 2 noms de divinités différentes pour les 2 astres qui correspondaient tous les 2 à Mercure, mais l'une qui apparaissait le matin et l'autre le soir.
Ce qui est assez joli d'ailleurs, c'est que pour l'histoire de la mythologie égyptienne, il faut savoir que Horus, du coup, est la divinité qui règne en fait sur l'Égypte dans la journée, qui suit la course solaire, qui mène un combat toute la journée en fait, et qui se fait assassiner par Seth, son frère, au crépuscule du coup. Et c'est pendant la nuit en fait que le fils de Horus et de Isis, qui s'appelle Osiris, va venir en fait combattre Seth, le tuer et permettre du coup à Isis de ressusciter Horus pour le trajet solaire du lendemain, pour que au lever du soleil, Horus soit à nouveau là. Et en fait, c'est un combat et une histoire qui est périodique. Tous les soirs, Horus se fait réassassiner par Seth, qui d'ailleurs a été ressuscité comment? C'est de la mythologie, hein. Il y a mytho dedans, hein. Faut le savoir. Donc du coup, tous les soirs, il se fait réassassiner par Seth, se fait recombattre par Osiris, se fait ressusciter ensuite par Osiris Horus, et du coup, on règne tous les matins. Mais du coup, ce qui est assez sympa, c'est que Horus, du coup, au lever du soleil, c'est lui qui est sur le trône qui règne sur l'Égypte. Donc du coup, ça correspond bien astronomiquement à la première apparition de Mercure. Puis ensuite, bah, il suit le soleil toute la journée, ok. Et enfin, le soir, c'est plus Horus qui est là, mais c'est Seth. Et donc du coup, au crépuscule, bah, on a bien l'autre astre, en fait. Et c'est vachement bien agencé, c'est vachement bien calqué, en fait. Enfin, ça correspond... Les deux versions, la mythologique et l'astronomique, du coup, correspondent vachement bien, et je trouve ça assez joli. Cependant, du coup, on remarqua qu'un seul des deux astres était visible simultanément, donc du coup, on a commencé à comprendre que on ne peut pas dire que deux choses sont différentes dans l'observation tant qu'on les a pas vues en même temps. Donc du coup, on a commencé à se dire, ah, je pense que les deux astres qu'on a ici présentement ne sont pas deux astres différents. En fait, c'est la même chose, mais elle apparaît, elle disparaît. C'est comme une lumière en fait que vous éteignez dans la journée, quoi. Bah, c'est pas parce que vous la rallumez que c'est une autre ampoule, c'est la même, mais elle a juste été plus visible, et elle a été à nouveau visible à un moment. Voilà, c'est tout simplement comme ça. Donc du coup, les Grecs, les Macédoniens, donc c'est le peuple qui vivait juste au-dessus de la Grèce, hein, la Macédoine c'est juste au-dessus, hein. Les Chinois et les Égyptiens ont consacré beaucoup d'études au sujet de Mercure, parce que en fait, plus c'est compliqué et plus ça a du prestige, et donc du coup, les gens, plus c'est compliqué et plus ils avaient envie de se confronter à cette difficulté. Ok, et donc du coup il y a eu beaucoup d'études de menées. D'ailleurs du coup en Grèce elle a fini par être nommée Hermès et non pas Apollon. Et en Chine ça a été nommé Shinsing. Je sais pas si je prononce très bien, je me pardonnerai du coup la prononciation pour tous ceux qui sont un petit peu connaisseurs en chinois. Mais bref, du coup littéralement la traduction c'est la planète de l'heure parce qu'il fallait vraiment être à l'heure pour venir l'observer. Et en raison aussi de sa rapidité, donc du coup Hermès est donc du coup le dieu des messagers, donc du coup le fait de délivrer un message rapidement. Parce que bah, Mercure en fait a une grosse vitesse orbitale, et très rapide pour faire le tour du Soleil, et elle le fait du coup à raison d'une vitesse d'environ 48 km par seconde. Ça veut dire qu'en gros, vous comptez jusqu'à 10, elle a fait 480 km quoi. Enfin, c'est impressionnant comme vitesse, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc là, une petite faute sur mon diaporama, il est assez vieux, vous me pardonnerez, mais on dit pas période de rotation autour du Soleil, on dit période de révolution. Donc période de révolution autour du Soleil, c'est 88 jours pour Mercure, enfin qu'il faut compter 88 jours terrestres pour que Mercure ait fait un tour complet autour du Soleil. Donc du coup, la période de révolution d'un astre, c'est ce qu'on appelle du coup la période de révolution, et c'est ce qu'on appelle une année sidérale. Ok, c'est la définition de l'année mercurienne, si vous voulez. Donc une année mercurienne, en gros, c'est 88 jours terrestres. L'année sidérale. La période de rotation sur elle-même, par contre, elle est de 58,7 jours, environ 59 jours. Du coup, ça veut dire que pour 59 jours terrestres, il y a eu un jour mercurien. Ok, ça c'est ce qu'on appelle le jour sidéral du coup. Et si vous faites la relation entre les deux, bah en gros à chaque fois que Mercure va faire 2 fois le tour du Soleil, bah va faire 3 fois le tour d'elle-même. Donc en gros 2 années mercuriennes, 2 années sidérales sur Mercure valent 3 jours sidéraux de Mercure. Donc 2 années sur Mercure correspondent à 3 jours sur Mercure. Ok.
Si vous comptez bien, normalement, ça vous fait un anniversaire tous les jours et demi. Donc en gros, si vous commencez votre anniversaire à minuit, ok, on transforme ça sur Terre. À minuit, vous fêtez votre anniversaire, et ben demain à midi, rebelote. Je vous explique pas le marché des jouets, genre grande récré, ou jouets club, tout ça. Doit y avoir des investissements à se faire quand même. Hein. Bref, blague à part. Du coup, la température minimum qu'on peut observer sur Mercure est assez impressionnante. On peut aller jusqu'à moins 190 degrés sur Mercure, ça s'explique. Et la température maximum est de 420 degrés. Et ça correspond du coup à la deuxième plus haute température observée dans le système solaire. On a du coup le maximum observé sur Vénus. Vénus est la planète où il fait le plus chaud, où il y a la température la plus haute observée du système. Ce n'est pas Mercure. Donc du coup, vous n'avez pas que la proximité par rapport au Soleil qui va jouer. Il y a un autre effet qui est celui de l'effet de serre, qui est assez important. On en parle beaucoup dans le réchauffement climatique sur Terre. Mais en gros, c'est ce qui fait que Vénus a une température de surface moyenne qui est plus grande et une température de pointe aussi qui est plus grande. Ok, c'est cette régulation par effet de serre. Alors, cette température minimum, en fait, sur Mercure, elle s'explique par rapport à des cratères qui sont au pôle. Et ces cratères, du coup, vu qu'il n'y a pas d'atmosphère sur Mercure, vous n'avez pas d'effet de serre, il n'y a pas de régulation, il n'y a pas d'homogénéisation, en fait, de la température tout autour de votre planète. En fait, il n'y a pas de réchauffement par effet de serre. Donc, du coup, en fait, vous avez des températures maximum qui sont dues uniquement à l'éclairage du Soleil sur la face éclairée. Et du coup, quand vous n'avez pas d'éclairage solaire, vous avez rien du tout en apport d'énergie. Donc du coup, la température chute drastiquement. Ça veut dire que là si je prends la frontière entre jour et nuit, là, sur Mercure, qui est ici, donc vous voyez que le soleil va se coucher, vous avez le crépuscule, ok. Et au moment, si vous voulez, où vous passez de ombre à lumière, vous prenez du coup la température, vous prenez un différentiel de température qui est assez incroyable. Bon, en fait, c'est pas vraiment vrai parce que la température maximale est au zénith. Donc, quand vous avez le soleil qui est bien au-dessus, quand ça éclaire de manière perpendiculaire, et plus vous arrivez à le crépuscule, plus c'est angulaire, et donc du coup, plus la température, l'énergie reçue par rayon, par éclairage est faible, ok, en fonction de l'angle. Ça, vous le verrez l'année prochaine en enseignement scientifique. Mais dans tous les cas, faut savoir que le seul apport d'énergie, c'est la lumière du soleil, donc du coup, la face visible et la face non éclairés, ont un différentiel de température qui est de l'ordre environ de 500 degrés. Voilà. C'est assez énormissime. Voilà, sinon Mercure, du coup, vu qu'elle est petite, vu qu'elle a moins de rayons, donc forcément elle a moins d'atomes dans sa constitution, donc du coup elle a moins de masse. Vu que la masse, c'est la première source, c'est le premier paramètre, premier multiplicateur, le premier facteur pour générer une gravité, forcément, si vous avez moins d'atomes, vous avez moins de gravité, parce que vous avez moins de masse. Voilà, tout simplement. Donc du coup, sur Mercure, la force de gravité, par rapport à celle de la Terre, elle est d'environ un tiers. Environ. Si vous faites du coup 90 kg sur Terre, eh bien, quand vous allez sur Mercure, vous n'aurez l'impression que d'en peser 30. Voilà, tout simplement. Faut savoir que poids et masse, c'est pas pareil, j'en ai assez parlé. Donc du coup, quelqu'un qui fait 90 kg sur Terre fera toujours 90 kg sur Mercure. Ok, ça, faut bien être d'accord. La masse de quelqu'un, c'est en rapport avec les atomes qui le constituent. Vous n'avez pas perdu un bras entre votre voyage sur Terre et Mercure. Donc du coup, vous avez encore tous vos atomes. Vous avez du coup toujours 90 kg affichés en tant que votre masse. Le truc étant, c'est que 90 kg à soulever sur Terre, c'est pas la même force de gravité à vaincre sur Mercure. Donc du coup, vous allez mettre 3 fois moins d'efforts, vous allez générer 3 fois moins de force pour soulever une même masse sur Mercure que sur la Terre. Donc ça veut dire que si vous voulez un truc simple à expliquer, c'est comme si quelqu'un de 90 kg sur Terre, pour le même effort fourni, en fait c'est comme s'il ne pesait plus que... C'est comme s'il n'avait comme masse plus que 30 kg sur Mercure. Ça correspondrait à force équivalente à quelqu'un qui aurait 30 kg de masse, en fait, à soulever, à sauter, etc. Voilà, j'espère que c'est bien clair. La masse n'est pas modifiée quand vous allez d'une planète à une autre. Par contre,
la force que vous devez vaincre pour faire ce que vous faites d'habitude, donc vous levez, courir, faire du saut en hauteur, etc. Bah, la force à vaincre est 3 fois plus petite, donc c'est comme si en fait vous aviez 3 fois moins de masse à soulever. Voilà. Mais ça ne l'est pas, c'est comme si c'est une analogie. Hein. Alors Mercure, là on a un transit spectral, un transit orbital, je sais plus comment ça s'appelle. En fait, quand l'astre passe devant, quand l'astre planétaire passe devant son astre solaire, qu'on appelle stellaire dans d'autres systèmes, hein, le Soleil c'est seulement pour nous, c'est comme ça en fait qu'on détecte des nouvelles planètes ou des exoplanètes qui sont éloignées. C'est quand ils passent devant du coup leur astre stellaire, devant leur étoile. En gros, l'étoile, on sait mesurer la quantité de rayons qu'on reçoit en permanence, et quand du coup, aussi minime soit-elle, une planète qui passe devant, ou un astéroïde qui passe devant l'étoile, bah, vous avez une baisse de ce nombre de rayons qu'on reçoit, et c'est comme ça qu'on sait, qu'on a connaissance du fait qu'un objet est passé devant l'astre qu'on étudie. Donc comment on différencie par contre que ce soit un astéroïde ou une comète par exemple, ou une planète, bah, c'est qu'en fait l'astéroïde, bon la comète c'est un cas à part parce que c'est périodique mais c'est très long, en général on remarque pas, on assimile ça à un astéroïde, mais en gros un astéroïde il va passer, il va jamais repasser. Alors que la planète, elle, ou l'exoplanète pour des études de systèmes à l'extérieur, enfin d'autres systèmes, bah, la planète en fait, on va observer une baisse de la luminosité du coup reçue de la part d'une étoile, et 40, 80, 120 jours plus tard, ou même plus, hein, on va réobserver la même baisse, puis encore la même baisse. Et là, en fait, périodiquement, bah, du coup, on sait qu'il y a un objet qui refait le tour, en fait, devant l'astre, plusieurs fois, du coup, pendant l'étude. Et c'est comme ça qu'on sait qu'il y a une exoplanète devant cette exoétoile. Voilà, tout simplement. Donc là, dans le cadre de Mercure, c'est une très belle image, parce que là, vous voyez que, en fonction de l'éloignement, sachant que le Soleil, il est derrière Mercure, à 60 millions de kilomètres derrière, hein, je ne sais pas si vous imaginez, et Mercure, du coup, apparaît avec ce tout petit grain, donc du coup, en fait, une tache solaire que vous voyez ici, est plus grande que Mercure, de notre point de vue. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est assez énorme. Bref, Mercure, en fait, vous pouvez l'observer comme ça, et c'est quelque chose, du coup, que c'est une photo qu'on a pris il y a très longtemps, et d'ailleurs, à l'époque où j'ai fait ce diaporama, on devait l'observer avec les élèves en 2019, et en 2019, ça n'a pas été fait, du coup, en novembre, parce que l'atelier astronomie s'est arrêté. Un autre truc qui est important aussi, c'est à gauche, du coup, la trajectoire, l'orbite de Mercure que vous avez autour du Soleil, donc on voit bien que c'est très excentrique, hein, c'est une ellipse, et le Soleil n'est pas exactement au centre, on dit qu'il a l'un des deux foyers de l'ellipse, donc là il n'est pas exactement bien positionné, mais c'est une image, hein, assez grossier. Et ça met très bien en place en fait la notion que 2 tours autour du Soleil du coup correspondent à 3 tours autour de son propre axe, que 2 années sidérales, 2 années mercuriennes correspondent à 3 jours sidéraux, 3 jours mercuriens. Du coup, comme on peut le voir avec ce marqueur qui est rouge en fait. Vous voyez que le marqueur qui est rouge en fait, à chaque fois qu'il va revenir vers le haut, bah, ça correspond à une rotation autour de Mercure. Et du coup, vous avez noté les positions 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, des différents points intéressants de l'orbite de Mercure. Donc du coup, comme on peut voir ici, bah, dès qu'elle va faire un tiers du trajet, bah, en fait, le marqueur qui était, je sais pas, par exemple au pôle Nord, bah, du coup il arrive en bas, donc le pôle Nord est en bas, donc il y a eu une inversion de la planète, un demi-tour. Et en fait, dès qu'on arrive à la position numéro 3, ici, on a un tour sur soi-même. 4, on a inversé. 5, on a inversé par rapport à 2. 6, on a inversé par rapport à 3. Et ensuite, le 7ème, c'est exactement pareil que le 1. Donc du coup, on a bien un tour de fini. Si on compte le nombre de tours, du coup, entre 1, 2, 3, il y a eu un tour. 4, 5, 6, un deuxième tour. Pardon. 1, 2, 3, un tour. Ensuite, 3, 4, 5, un deuxième tour. Et 5, 6, 7, qui est ici pareil que 1. On a du coup le 3ème tour sur soi-même. Donc on a bien la preuve que Mercure fait 3 tours. En fait, c'est bien modélisant, hein, le fait que Mercure fait 3 tours sur elle-même pendant qu'elle fait 2 tours autour du Soleil. Donc 3 rotations correspondent à 2 révolutions. Ce qui est assez intéressant aussi par rapport à ce schéma, c'est qu'on peut voir que Mercure arrive près du Soleil à 2 positions, en fait, arrive bien proche du Soleil à 2 positions, 2 maximum de proximité, en fait, 2 minimum d'éloignement, à 2 positions en fait qui sont symétriques, séparées par une position en fait où ça
ça redevient un peu plus éloigné. En gros, ce qui est sympa de voir là-dessus, c'est que du coup, en fait, sur sur Mercure, il y a quelque chose d'assez particulier dans le déroulement d'une journée. Il faut savoir que ce qui rythme la trajectoire du Soleil dans le ciel, c'est la période de rotation de l'astre. Si la Terre tournait plus vite, ben, du coup, le jour sur Terre durerait moins longtemps, on est d'accord. Donc du coup, la vitesse à laquelle le Soleil traverserait le ciel serait plus grande. Le Soleil irait plus vite, ça se coucherait beaucoup plus vite, on est d'accord. Ok ? Mais ça aussi, c'est régulé par un autre paramètre, qui est le fait que, que la planète fait sa révolution plus vite autour du Soleil. Si la période de révolution est plus rapide, bah, le Soleil va mettre moins de temps, le Soleil va mettre plus de temps à parcourir le ciel, donc du coup va aller moins vite. Parce qu'en fait, la vitesse de rotation va être compensée par le fait qu'on tourne plus vite autour du Soleil. Donc du coup, là, la planète va avoir plus de mal à faire s'échapper le Soleil du champ de vision d'une même face, ok ? Donc en gros, si je résume ça, plus une planète tourne vite sur elle-même, plus le jour va durer moins longtemps, ok ? Plus le jour va être court. Donc en gros, plus le Soleil va aller vite dans le ciel. Mais à l'inverse, pour une même rotation sur soi-même, si la révolution est plus rapide, bah en fait, le jour va durer plus longtemps. Donc le Soleil va rester plus longtemps dans le ciel. Donc on a deux phénomènes qui s'affrontent. D'un côté, la rotation sur soi-même, et de l'autre côté, la révolution autour du Soleil. Plus l'un est rapide, plus le jour va durer peu, et l'autre, plus rapide, plus le jour va durer longtemps. Donc on a deux phénomènes qui s'affrontent. Dans le cas de la Terre, c'est assez simple, vu que le Soleil va générer la même force partout sur la Terre, environ. L'éloignement est très important, donc du coup, en fait, la vitesse de rotation de la Terre est à peu près constante. La vitesse de rotation autour du Soleil, vu que la trajectoire est quasiment circulaire, est à peu près constante. Donc du coup, en fait, normalement, les jours vont être à peu près pareils, sauf en été et en hiver, parce que la trajectoire est quasiment circulaire, et c'est ça qui va jouer. Mais du coup, on a une régularité, en fait, là-dedans. Sur Mercure, ça va pas être exactement pareil, même si c'est régulier sur une seule journée. En fait, il y a des variables qui vont apparaître à ces points clés, en fait, qu'on a choisi de mettre, donc 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Ok ? À ces trois positions précises, en fait, correspondent des maximums de proximité pour 2, 5 et 3, 6, et un maximum d'éloignement pour 1, 4. Ok ? Il y a une position particulière aussi qui est ici, qu'on aurait pu appeler, mais qu'on n'a pas fait. Comment ça va se passer en gros ? C'est que sur Mercure, imaginons que le Soleil se lève à la position numéro 2. Donc vous avez le Soleil juste avant qui est couché, ok, avant la position numéro 2. 2, vous avez l'aube, les premiers rayons du Soleil commencent à apparaître. Et c'est une position en fait où la vitesse de rotation de la planète est minimale, alors que la vitesse de révolution autour du Soleil est maximale. Quand vous êtes plus proche du Soleil, bah, vous allez beaucoup plus vite en fait. C'est le phénomène de fronde gravitationnelle. Plus vous êtes près d'un astre et plus vous êtes attiré par cet astre. Donc du coup, quand vous arrivez au plus près de la trajectoire, en fait, si mon doigt, en fait, c'est le Soleil, et ça c'est la trajectoire, mais en fait, là ça va être très très lent, et là ça va accélérer, ça va ralentir, ça va accélérer, ça va ralentir. Je suis en train de me griffer en même temps, c'est magique. Donc en fait, plus vous passez près du Soleil, et plus vous allez accélérer pour ensuite ralentir, réaccélérer, ralentir, etc. Mais vous avez un autre phénomène qui apparaît, c'est que plus vous êtes proche du Soleil, et plus la distance que sépare la face visible de la face, de la face cachée, la face éclairée de la face non éclairée va être importante, parce que le facteur du coup de distance, à l'éloignement que subit Mercure, va avoir un impact sur la force de gravité. En fait, la force de gravité va être telle sur la face éclairée par rapport à la face non éclairée, que la vitesse de rotation de Mercure va être freinée. En gros, plus vous êtes proche d'un astre, plus ce qu'on appelle le phénomène des marées va en fait attirer de manière prépondérante la face éclairée de la face qui ne l'est pas. Je sais pas si vous me suivez. Imaginez un ballon de basket que vous faites tourner sur le doigt en fait, ou une toupie que vous faites tourner. Bah, si vous approchez en fait votre main pour le freiner, bah, vous allez exercer une force en fait qui va ralentir la rotation du ballon, on est d'accord.
Et ben c'est pareil, même si le Soleil, c'est pas une main qui vient de toucher Mercure, ok, bah, c'est une force à distance, mais qui exerce exactement la même force, ok, le même effet. Donc on va en fait ralentir la rotation de Mercure sur elle-même, parce qu'on va en fait attirer la face qui est la plus proche de nous. C'est ça le phénomène de marée, c'est exactement la même chose qui se passe avec la Lune, c'est pour ça qu'on voit toujours la même face. Bref, quand on est à la position 2, du coup, on a la vitesse qui est vraiment minimale pour la rotation, et la vitesse qui est maximale pour la révolution. Donc du coup, en fait, juste avant, si on avait le lever du soleil, et ben... Vous avez le lever du soleil, du coup, quand on va s'éloigner, du coup, la vitesse de rotation va reprendre le pas sur celle de révolution, ok. Donc du coup, le soleil va se lever normalement, de l'est vers un zénith, ok. On arrive ici, on a un maximum, ok. Donc là, en fait, vous allez avoir le maximum de vitesse de rotation et le minimum de vitesse de révolution. Et quand on va franchir, en fait, ce point, bah, la vitesse de révolution va réaccélérer, parce que vous vous rapprochez du soleil. Alors la vitesse de rotation autour de l'axe des pôles, en fait, va rediminuer, parce qu'on va resubir, en fait, l'attraction du soleil, qui va réaugmenter, vu qu'on se rapproche. Donc du coup, en fait, vu qu'on a les deux vitesses qui vont à nouveau s'échanger, bah, le soleil qui commence à se lever, qui commence à grimper dans le ciel, bah, vu que les deux vitesses s'échangent, et bah, le soleil va faire demi-tour. Et vous allez du coup avoir un coucher de soleil du côté est, avant même d'atteindre le zénith. Ça, c'est assez impressionnant sur Mercure. Vous avez un lever de soleil, du coup, qui commence à l'est, et il revient. Et du coup, il se recouche là où il se levait. Quand vous avez passé la position 3-6, là, où vous avez du coup, une fois que vous avez dépassé cette position-là, l'éloignement qui réaugmente, donc du coup la vitesse de rotation réaccélère, enfin la vitesse de rotation grandit à nouveau, et vous avez la vitesse de révolution qui à nouveau décroît. Bah, à ce moment-là, le soleil qui était couché va se lever une deuxième fois, va faire le trajet normal comme d'habitude, ok, et quand il va arriver à proximité de la position 2-5, pardon, oui, quand il est à proximité de la position 1-4, va se coucher, pour ensuite faire le tour. Et à la position 2-5, du coup, vu que vous avez à nouveau échange des vitesses, bah vous avez à nouveau le soleil qui vient de se coucher, qui va se relever. Maximum entre les deux positions, il atteint le maximum, du coup, de son relevé, si vous voulez. Et position 3-6, va se recoucher de manière durable, pour ensuite faire le tour, et se relever à position est. Si je résume tout ça, du coup, position 2, vous avez lever du soleil. Position 3, coucher. Position 4, on se relève. Tac. Position 5, on se couche. Position 6, on s'est relevé. Position 7, etc., etc. En gros, vous avez 2 couchers et 2 levées de soleil par jour sur Mercure. Voilà, c'est ça en gros. C'est difficile à expliquer avec des mots simples, c'est un phénomène qui est très compliqué. Et j'espère que vous l'avez compris, sinon bah, je suis désolé, je ne peux pas faire plus simple. Mais en gros, à cause du fait que les vitesses de rotation et de révolution ne sont pas constantes, varient, et quand l'une prend le pas sur l'autre, quand on se rapproche du soleil, bah du coup, en fait, vous avez le trajet que fait le soleil dans le ciel, qui va au début se lever, s'échanger pour se coucher, puis ensuite va se relever, va se coucher, puis ensuite refaire demi-tour, se lever, se recoucher, faire le tour, tac, tac, et en fait vous avez du coup un phénomène cyclique qui fait comme ça, quoi. Et ça c'est assez beau à voir, et donc du coup, ben, si un jour on colonise Mercure, sachant qu'il n'y a rien à faire sur Mercure, et ben les garçons, sachez que si vous voulez inviter votre copine à voir un coucher de soleil, ben, pas de panique si vous avez loupé le premier, il y en a un deuxième. Donc quelques faits intéressants, Mercure c'est la planète la plus rapide pour faire le tour du soleil, en même temps elle a le moins de trajet à faire, hein. Mais c'est aussi par rapport à son trajet le plus court, bah c'est celle qui est le plus lente à faire un tour sur elle-même, ok. Donc en gros, vu qu'elle a le plus petit trajet à faire autour du soleil, bah, c'est celle qui va du coup le faire le plus vite. Mais au vu du trajet qu'elle doit faire autour d'elle-même, parce qu'un tour sur elle-même du coup c'est un point de la surface qui doit faire un tour, à la vitesse où il va, pour faire ce tour qui est du coup la circonférence de votre planète, à la vitesse où elle fait ce tour, bah, c'est la plus faible de toutes, voilà. Même s'il y a des planètes qui
qui font un jour sidéral beaucoup plus long que Mercure, au vu de son diamètre, c'est la planète qui va le plus lentement pour faire un tour sur elle-même. Donc du coup, fait super intéressant, c'est que Mercure, sur sa surface, dans une journée sur Mercure, il y a 2 levées de soleil et 2 couchers de soleil par jour. Et on sait qu'on a des cratères polaires qui ne reçoivent jamais la lumière du soleil, d'où les températures de moins 190 degrés à sa surface. Il y a présence d'ailleurs de glace sur les lumières, enfin sur les cratères au pôle, sachant qu'on n'a toujours pas déterminé si c'est de la glace d'eau ou de la glace d'un autre élément, mais en tout cas il y a de la glace, il y a quelque chose qui est gelé et qui est là-bas. À l'époque où j'ai fait ce diapo, du coup, c'est en 2017, on savait que le prochain transit de Mercure serait en 2019, en mai ou en novembre. Il y en aurait peut-être 2. On savait pas en fait parce que le plan de l'écliptique, c'est un modèle qui est vachement joli, hein, toutes les planètes sont sur le même plan, mais il faut savoir que elles sont légèrement inclinées, mais très légèrement, genre 0,5, 1 degré quoi, même pas. Mais il faut savoir que au vu de l'éloignement qui est super important, je vous rappelle qu'on a 100 millions de kilomètres de différence avec Mercure, le moindre degré d'inclinaison peut faire qu'elle passe trop ou trop bas du Soleil, donc du coup qu'on ne le voit pas passer bien devant. Mais en tous les cas, voilà, on avait deux trajectoires calculées où elle pourrait passer devant le Soleil, c'était en mai ou en novembre 2019, à l'époque, et je me suis pas renseigné du coup pour les prochaines, donc du coup à vous de le faire si vous voulez observer ce phénomène, sachant que je vous l'ai mis en photo dans la diapo d'avant. Alors il n'y a pas d'atmosphère sur Mercure aussi, parce que Mercure est trop proche du Soleil, les vents solaires sont trop forts, et en fait c'est comme si vous soufflez une bougie d'anniversaire, en gros, hein, c'est que le Soleil en fait a totalement soufflé l'atmosphère de Mercure, qui est du coup allée très loin très loin, plus loin, hein. Tout simplement, on ne sait pas où elle est partie, mais s'il y avait une atmosphère sur Mercure, elle s'est fait souffler dès le début par le Soleil, et donc du coup il n'y a pas de possibilité en fait de création durable d'atmosphère sur Mercure. Alors Mercure n'a pas de lune également, parce que la faible gravité qu'elle a nécessiterait du coup que la lune soit beaucoup plus proche de Mercure pour y rester durablement, et une lune qui est trop proche de sa planète, c'est une lune qui s'écrase. Donc forcément, une lune sur Mercure c'est très compliqué. Il faut savoir que Mercure, chez les Babyloniens, du coup était appelé Nabu, et que ça a été le principal vecteur d'inspiration pour la planète de l'intrigue du premier Star Wars, du premier épisode de Star Wars, donc du coup l'épisode 1, la menace fantôme, qui se passe du coup sur Naboo avec 2 O, mais qui a du coup été inspiré de Mercure en babylonien. La surface de la Lune ressemble fortement à la surface de Mercure, il faut savoir que c'est vraiment la même chose, vu qu'il y a une absence d'activité géologique, vous n'avez pas de, vous n'avez pas de renouveau pour la surface. La Terre, par exemple, il y a eu pas mal d'astéroïdes qui sont tombés, par celui des dinosaures, il y a un gros astéroïde qui est tombé, on appelle ça une météorite d'ailleurs, météore quand ça arrive dans le ciel, astéroïde quand c'est pas encore arrivé dans l'atmosphère, météore quand ça arrive dans le ciel, météorite quand ça frappe le sol. Voilà, c'est 3 noms pour désigner la même chose, c'est un peu débile, mais c'est comme ça. Il faut savoir que du coup, quand un astéroïde, puis un météore, puis une météorite s'écrase sur la Terre, ça laisse un cratère, mais que toute activité géologique, des plaques, l'érosion à cause de l'eau et les éruptions volcaniques qui vont venir lisser la surface de la planète, tout ça, il n'y a pas sur Mercure. Donc du coup, tous les cratères qu'il y a, comme sur la Lune d'ailleurs, hein, ces cratères, une fois qu'ils y sont, ils y restent. Donc du coup, il n'y a pas de renouveau, et ces cratères sont, si vous voulez, témoin de la vie, de l'activité du coup météoritique, si je peux dire ainsi, de la planète. Voilà. Sachant que la Lune, c'est un cas encore à part. Pour la Lune, c'est vrai sur la face cachée uniquement, et on verra pourquoi la face cachée a beaucoup plus de cratères que la face visible. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça vous a plu, c'était pas trop compliqué pour Mercure. On se retrouve la prochaine fois du coup pour Vénus, et Vénus, du coup, je vous apprendrai pourquoi on appelle cette planète la planète jumelle de la Terre, alors qu'il n'y a pas beaucoup de points communs, hormis la taille, et seulement la taille, quoi. Voilà. Sur ce, à la prochaine fois.